Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot. Bonsoir les humains. Bonsoir Jean-Mi. Et avec Jean-Mi ce soir, Princesse Erika. Princesse Erika, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice de la chanson Trop de blabla, récupérée par MMA pour en faire leur célèbre jingle, zéro blabla, zéro tracas. Et vous êtes ici ce soir, princesse, pour vous excuser. Pourquoi Non, au pas début, c'était rigolo, mais là, ça fait 13 ans. Ça va très mal finir, cette histoire. Il y a des gens qui vont finir par faire des conneries, là, franchement. Bah oui, mais pour moi, c'est bien, ça me... Ah, pour vous, c'est bien, je suis sûr. C'est des petits droits d'auteur qui tombent. Ça, c'est sûr. Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, historien et conducteur de scooter, apparemment. Il y a un de ces domaines dans lequel vous n'êtes pas très doué, Laurent. Autre terrien invité ce soir, celui qui restera comme le premier humain remplacé par un robot à la télévision, mon Jean-Mi d'avant, Laurent Baffy. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h, ce soir la cantatrice Malika Bellaribi-Lemoal, qui nous racontera son incroyable parcours des bidonvilles de Nanterre jusqu'aux plus grandes scènes d'opéra. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi. Mais attends, t'as pas honte de me remplacer par un sniper de chez Moulinex? Chérie, j'ai préparé quelque chose pour toi. Ah bon? Écoute. Eh ben, c'est vachement bien. Tu te rends compte que ta merde, ça met des comiques au chômage. Tu te rends compte de ça? Je t'aime pas, toi. Ah, ça commence. C'est quoi ton problème? Le chômeur. Tu sais même pas faire ça, t'es une merde. Laurent Baffy, rebonsoir. Rebonsoir, Thierry Ardisson. Ça va, Lolo? Ça va, très bien. Là, tu vois, j'ai toute notre histoire qui nous revient en mémoire. Là. Tu te souviens? Tu courais nu sur la plage. Au ralenti, et tes couilles ballottaient. Tu sais, 20 ans de vannes, de rire, de délire, Tout ça pour être remplacé par une boîte de conserve, ça fout les boules ou pas? 20 ans d'amitié, L'amitié connard, bien sûr. ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi, t'as pas vieilli, hein, t'as pas changé, hein. Jean-Mi, comment tu le trouves? C'est une merde. Un jour, tu seras mon stagiaire, Laurent. Alors, Laurent, vous êtes ici ce soir pour 2 promos. Eh oui. Au théâtre, la pièce Sans filtre, que vous avez écrite et que vous interprétez avec Caroline Anglade. Et en librairie, 500 questions que personne ne se pose chez Kero. Oui. On va en parler. Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse, Laurent, un petit bilan D'accord. de votre tournée des télés. Parce qu'à part Téléfoot et le Journal du Hard, vous avez tout fait. Hein. Oui, bah oui, c'est la promo, oui. Alors, les questions les plus connes, c'était où? Le pire maintenant, c'est des connards qui ont plus d'imagination et qui prennent des robots. Ça, c'est vraiment très très dur. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est l'enfance rebelle, Oui. c'est Ardisson, c'est Raymond Barre, c'est le Lexomil ou c'est les cheveux? Non, c'est est-ce que vous êtes vraiment comme ça dans la vie? Ah ouais. Ça, c'est la question qui revient le plus Ah ouais. souvent. Et qu'est-ce que tu réponds? Je réponds oui, parce que je n'ai pas de répartie. Et voilà, je me débarrasse C'est de ça. cette connerie. Alors, là où on est le plus mal assis, c'est où? Alors, c'était dans une émission qui s'appelait Tout le monde en parle. On était sur un tabouret pendant 6 heures. Ouais. Et on était mal payés, on avait doublement mal au cul. Mal payé, connard! Mal payé, bah dis donc. Ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il t'invite toujours pour que tu dises des gros mots. Ensuite, il s'offusque. C'est très bizarre. Quand ça. tu viens et que tu dis c'est une grosse pute, c'est une salope. Moi, c'est ma façon de dire bonjour. Bah bien sûr, on te connaît, oui. Bonjour, grosse pute. Enchanté, salope. Bien sûr. Et pourquoi il t'invite, alors? Je sais pas, c'est des enculés. Bonjour. Alors,
ce que les gens ne savent pas, Non, pas du tout, pas du tout. c'est ce que Laurent a vécu dans son enfance, qui explique beaucoup de choses. On Oui. regarde. 5, Ah, mais- 5. 5, tes mains se détachent automatiquement l'une de l'autre sans la moindre contracture douloureuse. Repose lourdement de chaque côté de ton corps et aussitôt tu t'endors calmement. 3. 3, je te projette au pays du fantastique, je te projette précisément et pourquoi pas au royaume des records fantastiques. Et là, tu vois les choses les plus extraordinaires qui se passent réellement. Et pour une fois, la réalité dépasse le rêve, dépasse la fiction. C'est ma première figuration, ça. C'est terrible. C'est pour ça que t'es comme ça, en fait. Ça t'a J'avais profondément 15 marqué. ans, c'était ma première figuration. Et le mec a eu un acte pédophile, non? Je sais pas, j'étais de dos, j'ai rien vu, Mais t'as senti mais quand les même. draps s'en souviennent, oui. Ça, T'es beau, là. j'avais des cheveux. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai C'est notre chanson. comme toi. Je sais. Oh non, non, non. Et maintenant, t'as un nouveau pote. Ouais, j'ai Jean-Mi, Eh, ouais. des branches. Je l'aime pas, lui. Ah, il fait la gueule. Ah, je l'aime pas, lui. Ah, il fait la gueule, le Jean-Mi. Bon, alors Laurent, la pièce s'appelle Sans filtre. Ouais. C'est l'histoire d'un mec sans filtre qui dit tout ce qu'il pense. Alors sa vie est un enfer jusqu'à ce qu'il rencontre Thierry Ardisson qui l'engage dans Tout le monde en parle. Et là, ça va très bien pour lui. C'est un peu un mix des deux, oui. Ouais. J'ai trouvé un prétexte pour dire des insanités Ouais. et faire rire les gens avec ça, et tout en restant moi-même. En fait, le mec est buraliste, il s'appelle Philippe Maurice. Ouais. Et depuis 8 jours, il a plus de filtre dans sa tête, donc c'est invivable. Donc il va voir un psy pour Ouais. régler son problème. Et ça va pas se passer aussi bien que ça. Et on regarde à quoi ça ressemble. Bien voilà, je viens vous voir parce que depuis 8 jours, je n'ai plus de filtre. Vous êtes ensemble ou pas? Oui, c'est ma femme. Eh ben, il se fait pas chier, le Tony. Ah, quand même. Et votre femme, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, j'ai juste dit qu'elle était vieille et grosse et moche. Et elle l'a mal pris? Très mal pris. Et pourquoi? Bah, parce qu'elle est vieille, grosse et moche. Travail, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. Petit, vous avez déjà eu des attouchements avec un garçon? C'est grave, docteur? Vous êtes sûr que c'est la même personne? Quoi, il y a un problème? Oh non, pardon, autant pour moi. Maman dit bonjour au monsieur. Bonjour. J'habite. Ah, les coquilles. Voilà, Laurent Baffy, sans filtre, au Théâtre Fontaine. Si vous voulez vous marrer, vous y allez. Ça marche à tous les coups. Alors, ce qu'il faut dire quand même à nos amis téléspectateurs, c'est que Laurent devient un dramaturge international. C'est vrai. Sa pièce est jouée en Espagne avec beaucoup de succès, en Argentine. Et en Espagne, le roi d'Espagne, il est venu avec Laetitia, qui est magnifique, et ils ont beaucoup rigolé. Hein. Ouais, c'était pas facile parce qu'ils Non. sont coincés du cul, hein, Il les a têtes pas l'air marrant, couronnées. le Hein. mec, ouais. Puis après, quand on a fait une partouze, ils se sont un peu détendus. Ouais, bah, après. c'est normal, c'est normal. Alors, ça, c'est la pièce. On Oui. passe au livre. Donc, le livre, c'est 500 questions que personne ne se pose, publié chez Kero Éditions. Alors, j'aime bien, moi. Est-ce que sussauter, c'est trompouiller? Ah oui. Mais il y en a d'autres. Hein. Doit-on donner du pain perdu à un enfant trouvé? Au moins, au moins. Est-ce que la première sodomie compte pour du beurre? C'est pas tout ça. C'est une question que jamais Personne personne... se pose, c'est pour ça que je me les pose moi. Moi, celle que je préfère, c'est y a-t-il des ours bipolaires? Est-ce qu'avant de mourir, Lady Di a vu un grand tunnel avec de la lumière blanche? Si tu te fais gifler par une pomme, est-ce que la tarte t'atteint? Je crois que c'est la plus con de ligne, celle-là. Et la dernière, pourquoi les bébés des babas sont-ils devenus des bobos? Bravo, Laurent. Alors, on passe à notre nouveau jeu maintenant, qui s'appelle Devine. Et Laurent, tu dois faire deviner à Princesse Erika des animaux. Ok. Attention. On en a tous un, c'est le meilleur ami de Michel Drucker. Hein. Le chien. Voilà.
DSK. Un porc. Oui. C'est un aveu d'alcoolique. Un aveu Ah, d'alcoolique. t'es bon, Un putain. aveu- Hips. Ah, t'es fort. Un aveu d'alcoolique. Zébu. Oui, j'ai vu. La maîtresse du légionnaire. Attends, la maîtresse du légionnaire. La maîtresse du... Ah. La chèvre. Oui, la chèvre. Ah oui, c'est vrai qu'il est seul, le légionnaire. Bravo, Laurent. Voilà. Alors, Laurent, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir et nous saluons votre courage. En effet, il y a 10 jours, vous avez été victime d'un très grave accident de scooter et nous étions très inquiets à l'idée de devoir trouver quelqu'un d'autre pour l'émission de ce soir, surtout. Non, c'est pas du courage, hein, c'est la morphine. Clavicule cassée, 4 côtes cassées, main droite cassée, décollement de la plèvre, pneumothorax, rein comprimé. Allez. Et vous êtes là ce soir. Incroyable. Incroyable courage. Ouais, il en rajoute beaucoup aussi. Hein. Alors, vous auriez pu y rester. Vous imaginez le carton qu'aurait fait votre bouquin si vous étiez mort. J'y ai pensé. Évidemment, il y a l'inconvénient d'être mort, mais... Ah bah surtout, là, c'était tout, on avait tout trouvé le pitch, quoi. Il Ouais. aimait tellement les rues de Paris qu'il les embrasse à être trop proches. Et voilà, et voilà. Alors, ça s'est passé comment? J'ai pas vu les petites banquettes, vous savez. J'ai fait ça tout seul, hein, comme Ouais. un grand. Il y a des couloirs de séparation, il y a des petites banquettes en ciment, là, Ouais. pour les bus. Les petites Ouais, il y a bites, ça là. devant chez Et, moi. ouais, Ça, ouais, là. des espèces de Calme-toi, c'est chaussettes, après là. ça. Et il y en a une que j'ai pas vue, je l'ai pas vue. Donc Ouais. je l'ai heurtée sans m'en rendre compte. Ma femme était avec moi et elle a vu venir la chose, donc elle s'est préparée à l'accident. Et heureusement, elle a qu'un épanchement de synovie au genou, donc c'est un moindre mal. Et moi, par contre, j'ai rien vu, donc je me suis retrouvé à m'éclater comme un flan et je me suis pris le guidon dans le ventre. C'est ce qui a Ah là là, occasionné ah ouais, c'est ça, les plus gros dégâts. Ouais. Alors, c'est vrai qu'au moment de l'accident, vous avez vu votre vie défiler, et notamment les pubiopes. Ah ouais, non, je me rendais compte de rien. J'étais persuadé que je m'étais rien fait au départ. Ouais. Je me suis relevé tout de suite pour voir où en était ma femme. Bah, c'est bien. Ça Si vous je a- l'avais- Non, t'as regardé le scout d'abord avant ta J'ai regardé d'abord le scout. C'était le sien. Donc je me suis inquiété pour le scout de ma femme. Alors, tu sais que l'opération a duré super longtemps parce qu'il a voulu expliquer aux gens de l'hôpital pourquoi l'hôpital s'appelait comme ça. Donc ça a duré des heures. Ils m'ont supplié de partir plus tôt, du coup. Mais c'est bon, là, c'est bon, on vous ramène. Alors, Toujours. je le dis Bichat, donc c'est un médecin qui est né en 1771, qui est mort en 1802 et qui a révolutionné l'anatomie pathologique. J'imagine que c'est ce que vous avez expliqué aux médecins là-bas. Oui, entre autres, mais dans ces cas-là, il tirait un peu fort, là, sur l'arrière, et ça me faisait Ouais. mal, donc je m'arrêtais. Mais quand je pense au chauffeur de taxi qui vous a amené ici, il paraît que pendant 1h20, vous lui avez parlé de Saint-Denis. Ah bah, on était sur quand même, entre Saint-Denis et Paris, il y avait le Landy, il y avait une énorme foire, d'où d'ailleurs les magasins généraux. Ça a toujours été un endroit de transport et de commerce. Il le sait, c'est Et extraordinaire. pendant Putain, des je me siècles... fais déjà chier, moi. Bah, d'ailleurs, le tunnel qui est juste à côté s'appelle le tunnel du Landy pour ça. La Ah, foire c'est du pour Landy, ça. pendant 8 siècles, c'était la plus grosse foire où le monde entier avait Vous rendez-vous à êtes Paris génial. pour échanger. Mais vous êtes génial, Pendant... mais Oui, vraiment. bah, Non, mais... Ce genre de mec à inviter, enfin, pas trop souvent non plus, mais bon. Alors, votre succès en librairie ne se dément pas. Il a commencé avec Métronome, 2 millions d'exemplaires vendus. C'est quand même incroyable ce qui est arrivé, parce qu'en général, quand on prend le métro, on se fait braquer son portable par des pickpockets, et vous êtes devenu millionnaire. Surtout, là où j'ai été content, c'est que j'ai réussi à faire comprendre aux gens que dans leur quotidien, il y avait moyen de se connecter avec l'histoire, donc de vivre dans une réalité augmentée, quoi, de réenchanter un peu tout ça, nos trajets les plus insignifiants. Mais vous prenez quoi pour être dans une réalité augmentée? La morphine. Et vous, princesse? Moi, je fume toujours. Ah ouais, bah oui, c'est normal. C'est naturel. Bah, j'aurais préféré tomber sur l'herbe que sur le pavé, moi, ça m'a arrangé. Mais depuis que Philippe Auguste a eu la bonne idée de faire paver les rues de la capitale... Et voilà. Alors, vous avez gagné 4 millions d'euros. Sauf que, En 5 ans. sauf que l'État vous a pris 3,2 millions. Ouais. Donc, c'est incroyable, ça. Ouais, c'est confiscatoire. Mais vous avez d'abord le brut honnête qui déjà vous ponctionne avec les charges sociales, ça vous tape à hauteur de 20%. Ah ouais. Ensuite, moi, j'ai la plus haute, la plus haute tranche d'impôt sur le revenu qui doit être à 45 ou 46. Et t'as pas d'enfant? J'ai 3 enfants. Mais Je peux tourner ouais, ta- mais le quotient familial, ils l'ont fait sauter là aussi. Oh, les chiens. Ils traquent un peu toutes les niches.
Ouais. Et puis à partir de ça, vous avez donc moi je suis assujetti à l'ISF, aux taxes d'habitation, les taxes foncières, tout le genre de taxes. Ça m'amène à 70. Et comme j'ai choisi de rester en France dans mon patrimoine, puisqu'avec cet argent je me suis acheté un bien, une résidence secondaire sur l'île de Ré, eh bien si je veux la transmettre un jour à ma famille, à savoir Faut mes payer. enfants, il faut aussi que je paye ce qui est Bien les droits de sûr. succession. Et donc de mon vivant, je commence à anticiper un petit peu ça. Et donc j'arrive au final à près de 80% d'impôts. Ouais. Oh là là. C'est dommage que tu te sois raté. Chacun proportionnellement à ses revenus est autant taxé quasiment, quoi. Ça devient confiscatoire et insupportable. Et quand un gouvernement en est réduit à la politique désespérée d'inventer des impôts toujours nouveaux que plus personne ne peut supporter, ça entraîne une fuite des talents, des énergies et surtout des capitaux. Parce que ceux qui ont moyen de se barrer, ils n'hésitent pas. Jean-Mi, tu veux dire quelque chose, mon petit? À propos, est-ce que c'est vrai que tu as dîné avec François Hollande chez Daniela Lombroso? Oui. Là, il a les infos. Là. Ouais, il voulait un petit peu sonder l'opinion et j'ai pu lui en parler. Est-ce qu'il t'a dit merci pour les 3 millions d'impôts que tu as payés? Je lui ai fait comprendre en tout cas que je m'y pliais de mauvaise grâce. Ouais. Et depuis qu'il baise ailleurs, il veut faire casquer tout le monde. Hein. Bravo, Laurent. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Et est-ce qu'il est venu accompagner? Non, il était seul. Il n'y avait pas Julie Gaillet? Non, il était seul. Il était seul. Et il a répondu à aucune de ses questions. On l'a un petit peu trituré avec... J'étais avec, je sais plus, il y avait Harry Habitant et on a essayé de savoir un peu, mais non. Ça va? Il garde l'appétit François Hollande? Ah, il becte bien, ouais. Hein. Il a beaucoup de L'appétit. fourchettes. Et il est plus au régime. Non, il est... mais quand tu le vois, la télé lui rend pas service. Ouais. Ouais, il est mieux en vrai. Ouais, il est mieux en vrai. Ouais. Et en vrai, il est assez séduisant. Enfin, tu vois, quand tu le vois. Non, sérieux. Quand tu le vois, tu peux comprendre qu'il sert Julie Gaillet, quoi. Ah ouais. Attendez, Julie Gaillet, c'est quand même un steak, hein. Y a rien à dire. Elle est super jolie. Elle est super jolie. C'est normal d'être sous le charme quand tu t'es fait enculer. Hein, Merci, Jean-Mi, en tous les cas. Alors, Il est très au courant. Il est très au courant. il a tous les doses, ce robot. Alors, Laurent, après Métronome, il y a eu Hexagone, dont vous publiez aujourd'hui la version illustrée. En fait, c'est comme l'iPhone. Vous avez inventé le livre à obsolescence programmée. Mais non, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la version que je... Faut acheter les deux, en fait. Elle tient plus du Ah oui, guide que du pour le livre. troisième tiers, il faut... Non, franchement, honnêtement, pour tous ceux qui ont vu ce couple entre Métronome et Métronome illustré, les deux deviennent assez indispensables. Car le premier, c'est le texte avec un récit plus riche, plus fourni, avec plus de dates. C'est un peu plus, je m'arrête un peu plus sur des événements, des c'est choses comme ça. vachement bien, Là, hein. c'est plus le guide. C'est un très beau cadeau de Noël, un livre magnifique. Il y a 800 documents, il y a des tas de photos formidables, sauf que vous êtes toujours devant quand même. Regardez. Non, on peut pas les avoir sans vous, ces photos? Non. Non, mais j'avais envie de dire, c'était pour donner aux gens la sensation qu'ils sont mes complices et qu'ils sont avec moi dans ces aventures hexagonales et qu'on se promène tous ensemble et que je suis jamais loin. Et si peut-être ils tendent l'oreille, ils vont peut-être m'entendre leur murmurer un secret d'histoire. Waouh! Ah bah, ça, c'est la morphine. Hein. Il est bien défoncé, là. Là, il est... Alors, certains historiens ont vivement critiqué votre vision de l'invasion des Arabes au 8e siècle. Oui. On vous a même accusé de tenir un discours d'extrême droite. Ouais. Mais depuis Il n'y a pas eu de bataille à Poitiers aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un méchoui qui a été mal interprété gros par méchoui. les méchants hommes du Nord. C'est ça. En même temps, depuis que Zemmour a dit que Pétain avait sauvé les Juifs, j'imagine que pour vous, c'est plus facile quand même, non? Ça, là, je lui laisse ses propos. Ça, Ouais, c'est difficile à ouais. tenir. Alors, je voudrais également signaler qu'à partir du 23 janvier 2015, vous serez sur la scène du Théâtre Antoine avec Stéphane Guillon dans Le Système de Antoine Rau, mise en scène de Didier Long. C'est qui ça? Bach? Non, les Beatles. Ah oui, d'accord, mais c'est pompé. Nous allons d'accord. faire un blind test histoire, bien sûr. C'est Laurent Baffy qui va gagner jingle. Attention, Didier. Waterloo. Ah bah. Ah bah, Waterloo. Waterloo. Donc vous avez compris, si vous jouez chez vous, il faut dire l'interprète et le fait historique, évidemment. Ah, Waterloo. En l'occurrence, c'est Waterloo, ou le personnage historique dont on parle. On continue. Didier. Rasputin. Rasputin. Bravo. Bonnie M. Rasputin.
Attention, Didier. Mandela Day, Simple Minds. Simple Minds. Alors là, c'est la première fois que je vois Laurent Baffy se faire tacler au blind test. Qu'est-ce qui se passe, Lolo? Ben non, C'est mais des c'est la faits morphine, historiques. ça le booste. Hein, Il dû me planter de médoc. Ouais, j'ai juste bu un thé, lui, il est défoncé, regarde-le. Attention, ça c'est pour toi, Lolo. Didier. Ah, c'est France-Galles. Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. J'adore cette chanson, je sais pas pourquoi. Bon, attention, Didier. Ça plaît pour moi, Plastique Bertrand. Non, c'est les Sex Pistols, non? Bon, Laurent, tu vas pas faire la gueule pendant le reste de l'émission. Ah, là. pas du tout, je suis très content de Parce que laisser je te gagner. connais, quand tu perds au blind test, tu fais la gueule. Non, non, mais j'ai. Ah, je t'ai niqué avec une main. Ouais. Depuis le Ça fait rebond, un ça m'a fils de démoralisé. Attention, Didier. You too, I can believe the news today. Non. It's Bloody Sunday, Bloody Sunday. I can believe the news today. I can believe the news today. Sunday, Bloody Sunday, le massacre de Derry, là. Attention, Didier. Bah, la Marseillaise, les Robins. Oui, le réalisateur américain Mel Brooks. Ouais. Laurent. On écoute. Very good to be back. Sing loud about one thing. Bravo Laurent. Battre Laurent Baffy au blind test, c'est très difficile. On va te plâtrer de la tête aux pieds, quoi. Ah, il est en colère, je suis sûr. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Princesse Erika, bonsoir. Vous êtes née, princesse, le 5 avril 1964 Mais à tu Paris. dis pas mon âge, t'es fou toi ou quoi? Ça se dit pas pour Mais une ça se meuf. voit pas, chérie. Ah bon? Parce que ça fait quand même 50, hein. De parents camerounais, votre mère est la fille d'un chef traditionnel. Et d'ailleurs, quand les gens parlent à sa mère, ils mettent la main devant la bouche. Est-ce qu'elle pue de la gueule? Non. Eux, ils ne veulent pas lui mettre leur haleine fétide dans la figure. Voilà. Donc ils parlent comme ça. Votre mère était exilée politique en France. Elle a rencontré votre père à la fac, Ouais. ce qui a fait 4 filles quand même, hein, Oui. dont tous les noms commencent par E. Esther, Eva, Elga. À 5 ans, vous entrez au conservatoire pour étudier le solfège et le piano. Mais à 12 ans, Oui. quand on vous offre une guitare, vous commencez évidemment à vous intéresser à Bob Marley, aux Beatles. Tout à fait. À 14 ans, vous tournez dans les clubs en Bretagne avec votre premier groupe. Oui. À 14 ans. Ouais. Je suis partie de chez moi, j'ai fugué et je suis partie avec mon amoureux. À 15 ans, vous quittez la maison définitivement. Oui. Vous appeliez votre mère quand même? Oui, même j'allais la voir et tout. Ah bon, non, d'accord, non, oui. j'étais. C'est pas une rupture hard. Non, non, c'était une d'accord, ok. rupture nécessaire en tout cas. À 18 ans, vous faites votre premier enfant. Ouais. Julien. C'est l'époque où vous formez le groupe Black Earth Daughters Si. avec vos sœurs. Ouais. Ensuite, le groupe s'appellera Princess and the Royal Sound. Oui. Et à 24 ans, vous allez à Londres pour enregistrer ça. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. En ces temps-là, oui, je le dis. La femme prend trop d'assurance. Dans mon cœur, oui, c'est elle qui assure le toit et la pitance. Plus dans l'homme, c'est un acquis. La femme n'a plus de confiance. Il la traite mal, c'est mon avis. Ouais! Eh oui! Éternel. Alors là, vous faites toutes les émissions de télé. Hein. Dont les tiennes beaucoup. Vous faites même le Trésor d'Antenne 2
avec votre fils, Julien, sur les genoux. Alors c'est comment la vie quand on a fait un disque comme ça? Maintenant vous êtes une vedette? N'ayons pas peur des mots. Alors qu'est-ce qui change dans votre vie? La vie privée, ça change parce qu'on n'a plus tellement de temps de s'occuper de son bébé, par exemple. Mais sinon, ça va, c'est agréable. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser très sérieusement à vos affaires? Oui, trop sérieusement d'ailleurs. Il est adorable, il ressemble à mon beau-fils. Oh là là, Il s'appelle Lamine, le mien. Ah d'accord. Et c'est magnifique. Il est mignon. Hein. Alors là, vous préparez votre deuxième album avec votre directeur artistique Didier Varro. Oui, en effet. Il adore une des maquettes que vous lui proposez. C'est ça. Faut que je travaille, je vais pas qu'on pose, je sais ce que j'ai à faire. Le lapin est douce, c'est ce que j'aime bien faire. Faut que je travaille. Grand morceau également. Vous allez enregistrer ce morceau. Et là, c'est le drame. Un nouveau boss arrive chez Polydor. Tout à fait. Didier Varro s'en va. Et me laisse seule. Le mec est un ancien d'Occident, Ah, tu sais ça. Oui, effectivement. groupuscule d'extrême droite, et vous aime pas du tout. Non, mais je pense pas que ça soit moi qui l'aime pas. Il aime pas ce que je représente. Il aime pas. Et puis il aime pas avoir à s'occuper d'un titre ou d'une artiste de son prédécesseur. Il Ouais. a envie de faire table rase et d'arriver avec ses projets à lui. Alors le single marche, mais le rêve est brisé. Brisé, non, mais disons que Si, ça l'arrange, le rêve est Voilà. brisé. Le rêve est brisé Voilà. totalement. Et tu te donnes la mort. Heureusement, tu te rates. Non, 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 Et non, après, non. tu te prostitues ici. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et tu vends de la drogue. Non, non, mais c'est vrai que, voilà, après, Princesse Erika, force est de reconnaître que vous n'aurez plus jamais des tubes du niveau de faut que je travaille Mais ou parce de que je n'ai trop plus- de blabla. C'est tout à fait vrai. Et parce qu'en fait, j'ai aussi plus non plus eu de maison de disques. Là, vous commencez une carrière de comédienne. Oui. En 2005, on vous voit dans La Ferme Célébrité, Oui. que vous abandonnez au bout de 20 jours à cause de votre fils Julien qui est malade. Oui. En 2006, vous êtes escroqué par un producteur. Léonas. Alors, vous rencontrez un nouveau producteur, ça se passe très bien, mais il meurt. Marianne Aubeuve, non. Voilà. Il est mort d'un coup. Là, vous perdez votre petite sœur. Ouais, ça, c'est vraiment très triste. Alors, à l'époque, vous participez aux Grosses Têtes, Oui. avec Bouvard, Perroni, Et là, Mabille. Bouvard démissionne. Oh, putain. Elle porte la poisse à tout le monde, hein. Je suis me foutre là, moi. Ça, c'est un chat noir, hein. Heureusement, vous avez vendu trop de blabla à MMA. Exact. Et voilà. Zéro tracas, zéro blabla. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend ça toute la journée. On n'en peut plus. Là. Il y a quelques petites campagnes. On de temps en n'en peut temps. plus. Il paraît qu'à Guantanamo, ils utilisent ça pour faire craquer les mecs. Ah, c'est vrai. J'imagine que ça vous rapporte trop de blé-blé. Pas mal. Ça me permet de vivre et Et de ne voilà. pas me faire trop chier. Combien par an? 100 000? Non. La baba. Non, 60. Alors, Princesse Erika, le collectif Vie Plurielle se mobilise pour protéger les femmes du sida. Alors, la mobilisation s'organise autour d'un morceau qui s'appelle La vie sans le sida. Oui. Ça aurait pu être trop de sida. Ouais. Trop de sida. On regarde à quoi ça ressemble. Protège-toi, teste-toi. Apprenons à aimer la vie sans sida. Écoute-moi, soigne-toi. Apprenons à aimer la vie. Voilà La vie sans le sida. Il y a aussi un livre publié chez Autrement qui s'appelle 10 femmes contre le sida. C'est quoi ce livre? Alors, c'est un livre de témoignages avec des histoires plus ou moins difficiles, mais toujours avec cet espoir et c'est ça que j'aime bien chez ces femmes. On leur a dit, bon, maintenant, on ne meurt plus du sida, plus ou moins, hein, donc vous avez de la chance, vous vivez. Mais elles veulent plus survivre, elles veulent vivre pleinement. Ouais. Voilà. Et je trouve que c'est ça, le message. Merci. Merci pour elle. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le consultant international Samuel Laurent que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question,
l'État islamique est-il un ennemi sous-estimé? En mai 2011, les Américains ont retrouvé Ben Laden au Pakistan et ils l'ont exécuté. Quelques mois plus tard, l'armée américaine pouvait quitter l'Irak après avoir éliminé 80% des leaders d'Al-Qaïda. Mais les djihadistes sont semblables à ce monstre mythologique qu'on appelait l'hydre de Lerne. Quand on coupe une tête du monstre, il en repousse 2 à la place et il devient encore plus fort. Après avoir décapité Al-Qaïda, les USA et leurs alliés se trouvent confrontés à un nouveau leader du djihad qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. En juin dernier, il s'est proclamé calife, c'est-à-dire successeur de Mahomet et chef de tous les musulmans. Considéré par les USA comme un simple terroriste dont la tête est mise à prix pour 10 millions de dollars, Baghdadi, lui, revendique le statut de chef d'État sous le nom de calife Ibrahim. Il est à la tête d'une armée de près de 50 000 soldats qui contrôle un territoire presque aussi vaste que la Grande-Bretagne, à cheval sur la frontière entre l'Irak et la Syrie. Alors, peut-on parler d'État islamique ? Le groupe terroriste dont il s'agit n'est pas un État. Fabius refuse de parler d'un État, et pourtant, Daesh, c'est l'acronyme arabe pour désigner l'État islamique en Irak et au Levant. Cette guerre des mots paraît donc dérisoire. Il voudrait l'être, il ne l'est pas, et c'est lui faire un cadeau que de l'appeler État. Daesh égorge, exécute et crucifie à tout va. Mais ses succès militaires lui ont permis d'annexer des puits de pétrole qui rapportent plus de 500 millions de dollars par an. Une partie de ses dirigeants sont issus du régime de Saddam Hussein, ce qui leur donne les compétences pour administrer le territoire. Enfin, sa propagande très mise en scène sur le web lui permet de rallier des milliers de combattants venus de l'étranger, parmi lesquels plusieurs centaines de Français. Alors qu'Al-Qaïda ne disposait que d'un réseau éparpillé à travers le monde, Daesh a pris la forme d'un État. La question n'est donc pas de savoir si Daesh a les moyens de frapper l'Occident comme Al-Qaïda l'avait fait lors du 11 septembre. Daesh a les moyens de frapper, reste à savoir où et quand il décidera de passer à l'action. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Samuel Laurent, bonsoir. Vous êtes consultant international. Et après Sahélistan et Al-Qaïda en France, vous publiez au Seuil l'État islamique, bienvenue parmi nous. Alors, ce qu'il faut préciser d'abord, c'est d'où vous tenez vos informations. Alors, c'est Abou Mustapha, qui est un ex-cadre de l'État islamique, parti rejoindre Al-Qaïda, qui est donc un déserteur de haut rang, voilà. Qui vous a filé les infos. Alors, on va commencer avec la structure étatique. Alors, c'est un État. Ah oui. Hein? Oui, clairement. C'est un État. Mais on dit Daesh pour faire plaisir à Laurent Fabius. Voilà, Fabius s'amuse aujourd'hui, enfin, comme tout le monde a essayé de trouver des parades un petit peu didactiques en disant, voilà, c'est Daesh, alors c'est pas un État parce qu'il n'est pas reconnu, parce que les frontières bougent, etc. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, il a tous les atours d'un État. C'est un État. Alors, il y a un calife qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. Il y a 2 premiers ministres, un pour la région syrienne, un pour la région irakienne. En fait, les mecs, c'est des apparatchiks de l'époque de Saddam Hussein qui ont été mal traités par le gouvernement mis en place par les Américains. Il y a des communications. Évidemment, les mecs, ils ne communiquent pas par portable parce que les Américains les verraient. Donc, il y a ce qu'on appelle les postes du califat. Alors, c'est des messagers, voilà. En fait. Hein. Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils décrochent un téléphone, il y a des empreintes vocales pour les uns ou les autres, notamment comme vous le montriez pour Baghdadi, qui est fiché, voilà, et qui sera immédiatement repéré. Même chose pour les autres. Donc, ils ont des systèmes de postiers qui sont quelque part moyenâgeux, hein, dans lesquels on balance des missives, etc. Et donc, ces lettres transitent, ces messages transitent et fonctionnent à merveille. Voilà. Et ça explique qu'on en soit là. Un calife, 2 premiers ministres, 7 ministres, qu'on appelle les émirs. Hein. Il y a des services sanitaires et sociaux. Il y a des allocations très généreuses. C'est ça. Alors, c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, on n'est pas comme avec Al-Qaïda. On a un vrai flux migratoire. Il y a des Français qui partent. Il y a des Français qui partent en famille et qui rejoignent aujourd'hui l'État islamique. Ils ont des allocations. Alors, ils ont $1 000 donc par enfant, $1 000 au moment du mariage, $500 quand ils arrivent pour se battre, une maison, le gîte, le couvert, donc tout est organisé. Et des écoles. Voilà, qui sont complètement remodelées. Les écoles, c'est modèle coranique, donc rien n'a existé. Et si ça dure, on forme des générations qui seront complètement endoctrinées sur 2 pays. C'est ça qui est hallucinant. C'est de se dire que pour le coup, les gamins qui sortiront dans 10 ans ou dans 15 ans auront ce modèle en tête que les États occidentaux
n'ont jamais existé, n'étaient que des aberrations à détruire, etc. Et que dans le fond, c'est le chaos depuis la fin de l'Empire ottoman. Alors, il y a l'armée. L'armée, c'est la clé de voûte de l'État islamique. Vous expliquez les locaux, c'est-à-dire un Irakien, un Syrien, il va avoir 250 € par mois. Bon. Après, ça monte. Un Maghrébin, il a 350. Voilà. L'Américain a 700 €. Ah, bah l'Américain, c'est la prise de choix. C'est une prise médiatique, si j'ose dire. Ouais. Vous avez un combattant américain, on le paye plus cher que les autres. Après, il y a quand même 400 chars. Quand ils ont pris Mossoul, donc, qui était la grande ville du nord de l'Irak, ils ont récupéré tout le matériel que les Américains avaient balancé aux Irakiens. Et quand les Irakiens se sont sauvés, ils ont laissé des tanks Abrams, dernière génération, du matériel, des hélicoptères... Ils sont aujourd'hui surarmés, à tel point qu'ils ont dû détruire du matériel dont ils ne savaient pas se servir. Il y a quand même 50 000 hommes. 50 000 types endoctrinés à mort, qui veulent mourir sur place et qui se défendront bec et ongle. Donc c'est, je dirais, la détermination des talibans avec presque la force numérique d'une armée conventionnelle. Ouais. Donc, il y a un service de renseignement terrible qui s'appelle l'AMNI. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils piègent les ennemis intérieurs. Voilà, déjà. Alors, il y a en permanence des agents doubles, des taupes, des faux agents de la CIA qui sont infiltrés, etc. Et les mecs finissent par se retrouver bloqués par ces fameux services de renseignement et crucifiés, parce que le Coran précise que l'espionnage est puni par la crucifixion. Comme Jesus, my Lord. Alors, le financement, il y a le pétrole. Au départ, ça leur rapportait 3,5 millions de dollars par jour, même en le vendant à 50% du prix. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que les raffineries ont été bombardées. Exactement. Par contre, il y a d'autres choses. Il y a le trafic des antiquités. Ah oui, toutes les églises, tous les sites archéologiques sont méticuleusement pillés. Avant, l'État islamique se contentait de prendre un pourcentage. Aujourd'hui, dans les zones qu'ils contrôlent, ils ont véritablement institutionnalisé ça. Enfin, c'est très administratif. Alors, il y a un truc qui est très impressionnant dans votre bouquin, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de déçus du djihadisme, car les soldats qui refusent de combattre, ils ne vont pas rentrer en France. Ah, les mecs, ils les shootent, c'est fini. Ça, c'est... Mais alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup... Il y a quelques journalistes qui se disent un petit peu spécialistes du djihad en France. Alors, les mecs sont sur Skype et ils parlent au barbu. Voilà, et donc, ils en connaissent 2-3, des Français, etc. Et puis, ils leur livrent leurs impressions. Ce que les types ne comprennent pas, c'est qu'ils parlent sous contrôle total des services de renseignement. Pour le coup, oui, tout le monde est content, c'est génial. Mais dès qu'il y a une dissension, dès qu'il y a un type qui veut rentrer avec sa famille, c'est mort, c'est fini. Les mecs sont tués. Donc, les gens qui s'inquiètent ici du retour des djihadistes occidentaux ont tort de s'inquiéter. Si vous me permettez, non, pas vraiment. Parce qu'il y a, en effet, 99% des mecs qui rentreront jamais parce qu'ils sont là-bas, etc., ils resteront. Mais il faut voir que Baghdadi, il lance des ordres très clairs. Il y a véritablement une politique qui est, vous venez nous bombarder chez nous, on va vous taper chez vous. Il faut s'attendre à des vagues d'attentats sans précédent, alors. Bah bien sûr, attends, on a 2000 Français sur place. Bon, attendez, sur les 2000 chargés de haine, qui brûlent leur passeport, qui expliquent qu'on est un régime impie, vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas un qui va rentrer et qui, pour le coup, ne passera pas à l'action. C'est rassurant, tout ça. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, notre service interne, la DGSI, est vraiment sur les dents. On n'a pas eu d'attentat, donc il faut leur reconnaître ça. Autant les services extérieurs ont vraiment été à la ramasse, autant à l'intérieur, je dois dire que on n'a rien eu jusqu'à aujourd'hui et ça prouve qu'ils font pas un trop mauvais boulot. Voilà, Samuel, merci d'avoir été avec nous. Laurent Deutsch, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Malika Bellaribi Le Moal. Bonsoir. Alors Malika, vous êtes née dans un bidonville de Nanterre. Vous avez grandi dans la misère, dans les coups, dans les humiliations. Et à l'âge de 3 ans, vous avez été écrasé par un camion. Vous avez survécu à 10 ans d'opération et de rééducation. Et c'est la musique qui vous a sauvé. Aujourd'hui, vous êtes cantatrice. Vous chantez dans les plus grandes salles et surtout, vous faites partager votre passion à des femmes et des enfants des quartiers pauvres. On vous surnomme la diva des cités. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la fille ?» C'est étonnant ce qui se passe en ce moment. Hein. T'as vu les inondations dans le sud, là? Ouais. Ah, moi, je jubile.
J'ai eu, là. Pourquoi? Bah, ça me fait penser à mon beau-frère quand il s'est fait virer de sa boîte. Il a joué au grand sage. Tu sais, ouais, moi à Paris, tu comprends la pollution, le froid, la grisaille. C'est pas une vie. Moi, je vais déménager dans le sud, quoi, tu vois. Là, le mec, il patauge dans la boue. Sa maison, c'est devenu une rizière, bien fait pour sa grande gueule de con. Hein. Tu sais. En plus, il m'a saoulé avec ses ouais. En plus, en province, le terrain constructible, ça coûte que dalle. Bah, c'est peut-être qu'il y a une raison du con, hein. Thierry, si tu me permets, j'aimerais quand même revenir sur un truc, parce que la semaine dernière, je vous ai parlé de Nabila et je me suis un peu abandonné à des sensations immédiates et inavouables. Et j'aimerais vraiment m'en excuser auprès des téléspectateurs, parce que ça se fait pas de livrer comme ça une pulsion libidinale soudaine. En plus, j'ai pris pour exemple Nabila, beaucoup m'en ont voulu, ils m'ont dit non mais franchement, c'est pas de ton niveau de parler Nabila. On attendait de toi que tu cristallises une nana un peu plus classe. Et tu vois Thierry, la vie est bien faite parce que le destin a frappé à ma porte. Tu vois, mercredi, comme d'habitude, je vais chez mon buraliste pour acheter Minute. Il faut nous comprendre, nous les journaleux, nous les débusqueurs de vérité cachée, nous les cochons truffiers de la news, on a besoin de tout lire, on a besoin d'être élargi. Hein. Et donc je vais chez mon buraliste, j'achète Minute. Qu'est-ce que je vois en couverture? Putain, mate-moi ce morceau, quoi. C'est Marion Maréchal. Elle a un petit truc, tu vois. Ah, ça commence. Ah putain, je vois ça, moi j'ai envie de dire Marion Maréchal, me voilà, quoi. Pareil que. Non mais. Pareil qu'elle a accouché il y a 6 mois. Donc là, elle est en train de sortir du baby blues. Là. Je peux dire qu'elle va commencer à avoir une autre type de blues, tu vois. Putain, ça monte là. Ça recommence. Ah putain, rien que son regard, c'est une invitation à la souillure, quoi. Non mais regarde comme elle est gaulée, là, tu vois, blonde aux yeux bleus avec le petit dégrafé, quoi, 100% pur coton, simili-cachemire. Tu vois, Thierry, tu sens que s'il y a un petit courant d'air dans la pièce, il y a le bout qui pointe, quoi. Il y a les bouts qui pointent, là. Elle a l'air d'avoir des petits seins bien fermes comme j'aime. Tu sais, c'est le truc maniable, tu vois, le truc... Pas le truc bling-bling, comme on voit souvent, c'est la poitrine de catholique, tu sais, qui a allaité jusqu'à ce que le gamin ait le brevet des collèges, tu vois. Tu vois, tout à l'ergonomie, quoi. Il y a toutes les commandes qui tombent sous la main, la meuf, elle est gaulée comme une BM 800 GS, quoi, tu vois. Putain, ce sourire de Wislard. Moi, je connais ce sourire, je peux dire que ce petit sourire-là, il n'y a pas que des arrière-pensées sur l'immigration et la suppression de la ME. Hein. Ah, non. Ça sent pas que le droit du sol, mais le droit de la sol. Tu vois, ça y est, ça remonte. Je sais que... non, mais rien que l'imaginer avec un casque de la Waffen-SS, putain, pardon. Pardon. Ça y est, c'est... Non, mais ça va aller, hein, ça va aller. C'est dur. Ah, ben, en ce moment, je suis... Besoin de tendresse, c'est besoin de tendresse. Ouais. Attends, si on peut ramener un peu d'eau, quoi. Je dois être trop sensible, c'est... Moi, mais en ce moment, j'ai besoin de trucs un peu rustiques, tu vois. En ce moment, il y a que le violence et le cul qui me stimulent. Il y a que... C'est une vidéo de cul, une vidéo de décapitation. Comme ça, je souffle, quoi. Mais en ce moment, les sujets de baltringue, j'y arrive plus. C'est plus de... Alors, heureusement, il y a des trucs un peu violents qui se passent, comme à l'UMP, tu vois, samedi, là. Moi, je pensais que Sarko, là, notre mini Moubarak, il allait tout défoncer, là. La dégelée du mec. Il arrive à perdre en faisant 65% au premier tour, tu sais. Le mec, qu'il est élu au premier tour, tout ce qu'il arrive à dire, c'est oui, il faut composer avec les sensibilités. On dirait du Hollande. Tu sais. Nico, t'as raison, Nico, c'est ça. Borde Juppé, chante-lui une berceuse tant que t'y es, quoi, c'est vrai. Quand t'es chef, tu montres que t'es jamais en position de faiblesse. Mais jamais. Toi, Thierry, t'as compris ça. C'est pour ça que t'as introduit comme collaborateur le petit machin en plastique avec une voix de grippin sodomisée. Hein, tu vois. Hein? Thierry, je prendrai ta place. Oui, mes fesses. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Ah, mais toi, t'as tout. Alors que Nico, t'es fou, quoi. Le mec, il reçoit Fillon, il lui sourit. Ouais. Et devant la caméra. Ah, je l'ai reçu, c'était sympa, ça s'est bien passé. Mais comment ça, Nico, ça s'est bien passé? Si ça s'était vraiment bien passé, on aurait dû voir Fillon sortir du bureau avec des stigmates de chaîne de vélo sur la tronche, en disant Nicolas était très gentil, mais là je suis pressé parce que le Franprix ferme dans 15 minutes et il n'y a plus de capsule pour la machine à café. Ça s'est bien passé. Non mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te reconnais plus. Je suis dégoûté, putain. Le mec, Nicolas, t'as été champion du monde de F1 en 2007 et là t'essaies de devenir pote avec des mecs qui viennent te chauffer au feu rouge avec des autos libres. Franchement. Musique. Bruni et Geldof viennent de lancer une chanson pour lutter contre l'Ebola. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors c'est réussi, hein, parce qu'il faut avouer que quand t'écoutes la chanson, ça te donne pas envie de choper la maladie. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce maras? Oui. Alors, l'Assemblée nationale a reconnu la Palestine. Vu le champ de ruines que c'est plutôt l'UNESCO qui aurait dû faire ça. Hein. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Malika Bellaribi-Lemoal, rebonsoir. Du bidonville de Nanterre où vous êtes né aux plus grandes scènes où vous chantez de l'opéra aujourd'hui, vous avez vécu un extraordinaire destin que nous allons raconter. Alors Malika, vous êtes venue au monde le 3 juillet 1956. Votre père est épicier, votre mère est femme au foyer, il y a 9 enfants à la maison et vous vivez tous au milieu du bidonville des Pâquerettes à Nanterre, dans une baraque de 10 mètres carrés. À l'époque, ils venaient tous dans le cadre de la guerre d'Algérie. Ouais. Et tout le monde travaillait pour la France, puisqu'on 10 faisait... mètres carrés, c'est pas grand quand même. Oui, mais c'était comme ça. C'était votre baraque. Et puis ils venaient. Alors un jour, votre mère vous emmène faire des courses. Elle s'arrête pour vous acheter des sandales. Elle discute avec le marchand, sans faire attention à vous. Et vous suivez un rayon de soleil qui vient de la rue. Oui. Vous sortez, la tête en l'air, en admirant le ciel, et soudain, plus rien. Vous venez de vous faire écraser par un camion roulant en marche arrière. Vous avez 3 ans. Oui. En fait, je jouais sur le trottoir. Enfin, j'ai compris après que c'était des... J'aimais bien ces petites pierres grises qui brillaient par le soleil. Et puis après, le noir. Vous avez les jambes et le bassin fracturés. Et au réveil, à l'hôpital de Nanterre, vous entendez une infirmière dire « Cette petite, elle ne remarchera jamais. » Oui, c'est vrai. J'ai cru que je ne pourrais jamais m'en sortir. Alors à l'hosto, personne ne vient vous voir, ni vos frères, ni vos sœurs, ni votre mère. Et vous regardez le ciel en vous chantant des chansons. Oui. Alors un jour, on frappe à la porte de votre chambre. Une dame entre. Elle a une longue robe bleue avec une coiffe blanche. Et elle vous dit « Bonjour Malika, je suis sœur Marguerite. » Oui. Alors sœur Marguerite, une bonne sœur, Oui. vous emmène à la messe de Noël dans la chapelle de l'hôpital. Et là, vous entendez, pour la première fois de votre vie, le Salve Regina. C'est beau. C'est beau. C'est la révélation, là. Ouais. Et dès lors, vous allez chanter avec les religieuses. Hein. Oui. Alors, les opérations se succèdent pour réparer vos os brisés. Ça vous fait un mal terrible. L'autre mal, c'est quand vous rentrez à la maison et que vous voyez votre père cogner sur votre mère. La culture, malheureusement, maghrébine, et on aime taper les femmes. Ouais. S'ensuit la tournée des maisons de convalescence. Alors là, c'est terrible. Vous quittez votre famille, vous allez à Cannes. Oui. À Cannes, parmi les filles en uniforme, vous êtes la fille du bico. Oui, mais ça va, c'était par rapport à ce que j'avais enduré. Ouais. Alors, en Bretagne, vous êtes obligé de voler la soupe du chien pour bouffer. D'abord, elle était très bonne parce qu'elle était avec du lait, du pain, ça fait rire. Mais comme nous, on n'avait pas toujours à manger, et je trouvais qu'elle était bonne. À 9 ans, vous ne savez toujours pas lire, écrire et compter. Non. Après 9 ans d'aller-retour entre l'hôpital de Nanterre et ces maisons de convalescence, vous êtes guéri. Vous remarchez. Oui. À la maison, votre père est mort et la famille est sans ressources. Votre mère est obligée de faire des ménages, mais vous êtes 10. La faim s'installe, hein, quand même, là. Oui, c'est un peu dur. Difficile. À l'école, vous devenez la risée de la classe, la tête de turc, on vous appelle handicapée, fille de bougnoul ou débile mental. Oui, parce qu'on voyait mes cicatrices à l'époque, et le temps, ils pensaient que j'avais les jambes sales. La cruauté des enfants est incommensurable. Hein. Oui, oui. Ils savent pas.
Non, ils ne savent pas, c'est pas de leur faute. Alors, le chant devient votre refuge. Vous vous évadez en vous remémorant les cantiques que vous entendiez à l'église avec les religieuses. Et vous dites, à ce moment-là, « Quand ma voix s'élève, j'oublie les coups et les humiliations, je me lave dans la musique comme on se lave dans une eau très pure. » Bah oui, parce que j'avais des capacités en chantant, comment dire, à pas sentir, un peu comme anesthésié. Ouais. C'est comme si la musique pansait mes blessures. Ouais. Ce que personne ne sait, en fait, à l'époque, c'est que souvent, vous vous rendez à l'église de votre quartier pour prier. J'allais à l'église parce que quand je recevais des coups, ça paraît débile, hein, mais je me plaignais à Jésus et il me défendait. Ça peut paraître bizarre, sympa, mais... Jésus. Oui, sympa, voilà. C'était d'accord. Marie et Jésus, c'était mes amis. Alors un jour, vous décidez de fuguer. Oui. Ça va durer quelques semaines. Vous devenez femme de chambre dans un hôtel en Touraine. Oui, 4 étoiles. Et j'avais une patronne qui était très sympa, qui m'a beaucoup aidée. Et votre mère vient vous récupérer. Oui. Au retour, votre mère et vos frères vous accueillent en vous insultant. Hein. C'est-à-dire que vous êtes parti, donc vous êtes une traînée. Oui. Leur seule question, c'est est-ce que tu as perdu ta virginité pendant cet épisode? Oui, c'était leur obsession. Bah oui, parce que quand on est vierge, on peut être marié, on est un peu, comment dire, on vaut des sous. Et là, en fait, vous vous dites, bon, bah, cette virginité, il m'emmerde, je vais la perdre. Vous faites ça, vous faites ça avec un camarade de classe, un peu comme une formalité, Malika. Oui, pour m'en débarrasser, comme ça, j'étais sûre que je ne serais pas à vendre. Oui, c'était, comme ça, voilà, c'est fait. C'est fait, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais cette perte de virginité n'empêche pas votre mère d'essayer de vous marier de force en Algérie. Et ça, elle vous tend un piège, je veux dire. Viens en Algérie, et quand vous êtes en Algérie, en fait, vous découvrez qu'elle veut vous marier avec un mec. Oui, elle avait préparé son coup. Vous dites, j'ai perdu ma virginité, le mec va jamais me vouloir. Et là, elle vous dit, c'est pas grave. Le soir de la nuit de noces, t'as qu'à mettre des petits bouts de verre dans le vagin, tu vas saigner, et le mec pensera que t'es vierge, quoi. Ouais. Et c'est là que je lui ai dit que je la dénoncerais devant tout le monde, et elle a eu peur. Voilà. Elle a lâché. Finalement, vous rentrez en France, et là, vous êtes perdu. Vous rencontrez un marchand de tableaux à Montmartre, faites un enfant avec lui. Le couple ne dure pas. Et là, votre sœur Hayat se suicide. Vous faites des cauchemars à partir de là. Vous avez des hallucinations. Vous allez voir un psy. Un jour, la psy vous demande qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire, Malika, dans la vie. Vous répondez du théâtre, mais il faudrait qu'il y ait de la musique aussi et une belle histoire. Et la psy vous dit, mais ça existe, ça s'appelle l'opéra. Et en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est génial. Ah, oui. Et là, un soir d'hiver, alors que vous chantez dans la chorale de la mairie du 18e, vous sentez votre voix s'élever et son envol vous donner une sensation de puissance. Vous comprenez vraiment que vous avez quelque chose en vous qui dépasse tout le reste. Et là, je me suis dit, c'est mon espace, ma liberté. Je peux m'exprimer. Ouais. À partir de là, vous intégrez des écoles de chant de plus en plus réputées. C'est incroyable, d'ailleurs, vous montez très très vite dans des endroits qui sont... Mais je bosse. C'est des milliers d'heures de travail. Oui, énorme. Et puis pour comprendre les textes que vous chantez, parce que comme ils sont en allemand ou en italien, vous êtes obligé d'apprendre l'allemand et l'italien. J'aimais apprendre. Chaque fois que vous chantez, le miracle se produit. Malika, la petite arabe, devient une héroïne de Verdi ou de Bizet. Et là, alors que tout le monde vous voit déjà sur la scène de l'Opéra de Paris ou la Scala de Milan, il y a un nouveau rebondissement dans votre destin. Une amie vous propose de monter un opéra en banlieue avec des femmes maghrébines. Oui. En fait, j'ai chanté à Gaveau et elle est venue me voir au concert. Ouais. Et elle m'a demandé de venir à Creil, donc j'ai chanté. Et là, elle m'a demandé de réfléchir à un projet. Quelques mois plus tard, vous rééditez l'expérience avec des enfants. Et un jour, une petite Cambodgienne vous dit « Je suis contente parce que la nuit, quand j'ai peur, je chante dans ma tête. Et ça fait fuir le bruit des bombes. » Oui, c'est vrai. C'est bon. Oui. Alors Malika, on peut vous voir dimanche, le 14 décembre, avec votre spectacle La Belle Hélène, à 15h30 à l'espace 93 à Clichy-sous-Bois. Oui. On regarde Malika chanter.
Voilà. C'était Salut les terriens, votre truc du samedi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.